a Vincent, et ce souvenir si net. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un petit frère, et quand ma mère l'a changé devant moi, il était nu, et j'ai compris que je n'étais pas un garçon. Je n'étais pas une fille non plus, que j'étais autre chose, et que cette autre chose n'existait pas, parce que ce qui ne se dit pas n'existe pas. Vincent Guillot a subi dans l'enfance une dizaine d'opérations dont il garde aujourd'hui les séquelles, sans être d'ailleurs certain de ce qu'ont exactement réalisé les médecins qui prétendirent l'opérer d'une appendicite. Il me manque des bouts, et pas que de mon histoire, témoigne-t-il avec cet humour noir qu'il met aujourd'hui au service de la défense de celles et ceux que la tradition avait coutume de nommer hermaphrodites, avant que le signifiant intersexe ne vienne prendre sa place dans le sigle dédié aux sexualités non hétérosexuelles, ce I de LGBTQI+. Aujourd'hui, Vincent partage la vie de son mari Loïc et se genre indifféremment au masculin et au féminin. Il a été de ceux qui ont milité en faveur de la condamnation de la France à 3 reprises en 2016 par l'ONU pour les opérations mutilantes pratiquées sur les enfants intersexes. Et depuis, il n'a de cesse de faire résonner son témoignage. Alors, aux côtés de Vincent, et depuis de nombreuses années déjà, un certain nombre de chercheurs ont remis en cause le binarisme sexuel, en s'appuyant sur l'idée d'un continuum entre masculin et féminin, en fonction des variations extrêmement ténues de la combinaison génétique et chromosomique. L'anthropologue Anne Fausto-Sterling postule ainsi l'existence de 5 sexes, quand le sociologue Éric Masset en compte pas moins de 48. Dans les années 70, Michel Foucault a redécouvert les mémoires d'Herculine Barbin et il s'est penché sur la façon dont les prêtres et les médecins forcèrent la jeune femme à changer d'assignation sexuelle. On lit notamment dans ces mémoires touchantes cette phrase d'une grande actualité, cette phrase d'Herculine. « Ai-je été, écrit-elle, coupable, criminel, parce qu'une erreur grossière m'avait assigné dans le monde une place qui n'aurait pas dû être la mienne. » Née au milieu du XIXe siècle dans un milieu très modeste, Herculine va très tôt s'épanouir dans son métier d'institutrice auprès de jeunes filles de bonne famille vivant en pensionnat. Mais très vite, le duvet qui pousse au-dessus de ses lèvres, comme les liens qu'elle entretient avec ses élèves, alerte les autorités ecclésiastiques qui la font examiner par un médecin. Pseudo-hermaphrodisme masculin, diagnostique ce médecin. Herculine est officiellement renommée Abel, mais il ne retrouvera jamais sa place dans le lien social et finira par se donner la mort à 30 ans. C'est à partir d'un tel diagnostic, pseudo-hermaphrodisme masculin, que Michel Foucault, dans sa préface à l'édition américaine intitulée « Le vrai sexe », reprochera à la psychanalyse d'être partie tenante de ces experts qui s'arrogent le pouvoir d'assigner l'individu à ce vrai sexe, comme il le nomme. Ce n'est plus à l'individu de décider de quel sexe il veut être, écrit Michel Foucault, juridiquement ou socialement. Mais c'est à l'expert de dire quel sexe la nature lui a choisi et auquel, par conséquent, la société doit lui demander de se tenir. Et donc, parmi eux, la psychanalyse serait un de ces dispositifs de pouvoir coupables, selon lui, de pousser à l'aveu du sujet et de considérer toute irrégularité sexuelle, qu'elle soit anatomique ou concerne les pratiques sexuelles soi-disant déviantes, comme une erreur au regard de ce vrai sexe qu'elle prônerait comme le lieu de l'assomption, de la réalisation subjective. Écoutons-le. La psychanalyse, affirme-t-il, nous promet à la fois notre sexe, le vrai, et toute cette vérité de nous-mêmes qui veille secrètement en lui.
Alors, bien plus véritable apparaîtrait pour lui, pour Foucault, l'indétermination d'un corps utopique, baignant dans les limbes heureuses d'une non-identité, comme il l'écrit à propos de celui d'Herculine, ni femme aimant les femmes, ni homme caché parmi les femmes, mais sujet sans identité d'un grand désir pour les femmes. Il est vraiment frappant qu'Herculine, Abel Barbin, aussi bien que Michel Foucault, utilisent tous deux le signifiant « erreur » pour remettre en cause l'assignation au sexe par l'autre social. Car c'est précisément ce même signifiant qu'utilisera Lacan pour remettre sur le métier, lui aussi, la question de l'entrée dans la sexuation de l'être parlant. Si Lacan reprend cette notion d'erreur, ce n'est certainement pas au nom d'une quelconque norme hétérosexuelle qu'il s'agirait de promouvoir. Mais bien plutôt, c'est pour insister sur la généralisation de cette erreur. Erreur commune, comme Lacan la nommera dans son séminaire, commune à chaque sujet parlant qui croit se rassurer en rendant consistant, dit-il, le naturel du « il y a » ou « il n'y a pas l'organe », prenant appui sur les élaborations freudiennes, mais faisant un pas bien au-delà. Lacan insiste donc sur le fait que pour entrer dans la sexuation, qui est bien autre chose que la promotion du vrai sexe foucaldien, il faut, je le cite, réellement payer le prix. Celui de la petite différence qui passe trompeusement au réel par l'intermédiaire de l'organe, justement à ce qu'il cesse d'être pris pour tel, et du même coup révèle ce que veut dire d'être organe. Un organe n'est instrument que par le truchement de ceci, dont tout instrument se fonde, c'est que c'est un signifiant. Voilà le grand malentendu sur le phallus. Ce phallus freudien qui tire son origine du corps pour devenir le symbole de ce qui manque à dire précisément la vérité du sexe. Il demeure donc certes central dans la théorie analytique, en ce qu'une partie de notre anatomie est bien concernée comme localisant une certaine portion de jouissance. Mais c'est d'abord, dira Lacan, un signifiant. Avec les tableaux de la sexuation, d'ailleurs, dès les années 70, Lacan ouvre un salvateur au-delà du phallus, où peuvent dès lors se lire non les embrouilles du sexe, mais celles de la sexuation. Une sexuation qui relève avant tout du discours, mais aussi de la façon dont un sujet s'est positionné, a accueilli une marque de jouissance qui ne variera pas, bien au-delà de la labilité, de la multiplicité des identifications masculines, féminines et au-delà. Voilà pourquoi nous avons beaucoup à apprendre de ces sujets dits intersexués comme Vincent ou Herculine, qui sont délogés davantage encore d'une forme d'évidence naturaliste, mais qui, comme tout être sexué marqué par la dénaturation langagière, doivent faire, eux aussi, ce trajet complexe où se mêlent et souvent se disjoignent, se séparent, identification sexuée, réponse au désir des parents et modalités si singulières, si intimes de jouissance, non partageables. Au cœur de la variation génétique, au cœur des mutations physiques et psychiques, gît donc la fixité d'une trace qu'ont laissé les premières expériences de jouissance de l'individu. Et cela signifie qu'on peut être dit homme, porteur de l'organe, marqué par la jouissance phallique, mais avoir affaire aussi à une jouissance que Lacan nommera autre, qui s'éprouve au-delà des mots, y compris parfois lorsqu'on est un homme. Ces sujets, donc dits intersexes, nous rappellent au fond à quel point, comme l'analyste, l'être sexué ne s'autorise, dira Lacan, que de lui-même et de quelques autres, avec l'appui certes des mots d'une époque et de ses communautés, mais bien au-delà, ou plutôt en deçà,
puisque cet être sexué, cet être parlant, s'avance seul et doit apprendre à y faire avec ce qui a touché si tôt son corps parlant.